Regardez les images. Trump, Zelensky, avec des déclarations qui montrent à quel point l'OTAN et la Russie sont en train de montrer les dents de manière toujours plus agressive. Et les déclarations sont de plus impressionnantes de plus en plus ce soir. Et pas seulement des déclarations, les faits. On va voir les mouvements d'avions, les mouvements d'exercices militaires qui en témoignent et vont nous rejoindre sur ce plateau. Le militaire et le diplomate, c'est bien sûr d'abord le général Jean-Paul Paloméros, ancien commandeur suprême de l'OTAN. Bonsoir mon général. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Jean de Vignasti, ancien ambassadeur de France en Russie. Merci beaucoup, à vous aussi. La déclaration de Trump, la déclaration inattendue à New York, celle qui évidemment ce soir résonne, provoque une pluie de réactions et la tension grandissante avec la Russie. On peut l'écouter quand on lui demande mais est-ce qu'il faudrait abattre les avions russes, avec ce oui qui change peut-être la donne. Pensez-vous que les pays de l'OTAN devraient abattre les avions russes qui survolent leur espace aérien ? Oui. J'aimerais votre première évaluation là-dessus, peut-être vous, Jean Vignasti, vous avez été ambassadeur là-bas. Quand on voit l'image, Trump à côté de Zelensky, qui dit quelque chose d'aussi imprévu, d'aussi catégorique, alors que beaucoup d'Européens sont tellement hésitants. Mais je parle sous le contrôle du général Paloméros. Il y a des procédures autant. Donc la procédure, c'est reconnaissance, signal, etc. Et on abat en dernière instance. Donc en fait, ce qu'il a dit ou rien, c'est à peu près la même chose. Oui, là, parce que vous avez extrait un petit morceau, mais il a ajouté, d'ailleurs, c'est très intéressant, comme Donald Tusk, qui a dit la même chose. Il a dit, oui, bien sûr, il faut les abattre, quoique... Et là, on est rentré effectivement dans un débat que je connais bien, puisque c'était mon métier, de savoir quelles sont les règles d'engagement qui sont en vigueur. On n'est pas en guerre contre la Russie, en tout cas à ce que je sache, et c'est pas parce que les avions russes frôlent ou empruntent un peu d'espace aérien estonien, qui, comme je l'ai entendu peut-être sur ce plateau, il faut les abattre. Ça, c'est un acte de guerre. En revanche, être prêt à le faire, oui. Être prêt à le faire s'il y a une intention hostile, s'il y a un acte hostile. Ça fait partie des mesures actives de défense, de sûreté aérienne. Simplement, il faut prendre cette responsabilité. Et moi, aujourd'hui, je n'inciterai pas à prendre la responsabilité d'abattre comme ça à la légère un avion russe, parce que ça nous ferait plaisir. De toute façon, ça ne changera rien à la guerre en Ukraine. Et en revanche, ça mettra un peu de piment, peut-être, mais aussi ça donnera des éléments à M. Poutine pour dire que l'OTAN lui veut la guerre. Si je peux me permettre, il y a quand même un sacré changement de ton. Sur ce plateau, tant d'experts, de militaires, de spécialistes disaient, vous allez voir, si on touche mais à un millimètre le territoire de l'OTAN, alors là, l'OTAN réagira, jamais on ne tolérera. On est à 20, plus de 20 aéronefs russes qui ont pénétré dans le territoire de l'OTAN, et on a tranquillement Jean de Vignasti qui, sur un ton, je vous taquine, un peu salon, nous dit oui, bon, ben voilà, on dirait que vous avez la tasse de thé devant vous. Non, Poutine n'a pas sa tasse de thé. Moi, j'ai la procédure autant. Écoutez, de quel ton Soloviev, lui, n'a pas de tasse de thé dans lui, avec une brutalité très, évidemment, nouveau-russe, dit, ah là, Trump est en train de dépasser la ligne. Cela signifie que nous devons suivre la voie de l'escalade. Trump a donné son accord pour que l'Union européenne agisse si elle le souhaite. Mais il n'a pas dit que les États-Unis y participeraient. Il a parlé de l'OTAN avec l'aide de l'OTAN. Autrement dit, Trump a reconnu que ce n'est pas l'Ukraine qui mène sa guerre, mais l'OTAN. Trump a signé la condamnation à mort de l'Ukraine. Plus aucun cessez-le-feu, ces discussions sont terminées. Trump apparemment ne dispose pas d'informations objectives sur ce qui se passe sur le champ de bataille et fait confiance à ce que dit Zelensky. On vous a entendu sur la sagesse de l'OTAN et on comprend bien votre logique, mais comment comprendre la logique des Russes, c'est-à-dire cette sorte d'audace qui font qu'ils prennent un risque de fait? Pourquoi? Il y a deux préoccupations convergentes entre l'Ukraine et la Russie. La Russie teste l'OTAN. Et l'Ukraine a intérêt à l'internationalisation du conflit. On a vu le discours de Zelensky. Donc cette convergence est assez dangereuse, en fait. Moi, je ne sais pas. Pour les drones, on n'arrive pas à savoir techniquement d'où ils sont partis, semble-t-il. Les MiG 31... Ceux de la Pologne, oui. Ceux de la Pologne, ils ne sont pas venus de la planète Mars. Ils viennent de Russie. Oui. Mais en tout cas, la preuve n'existe pas. Alors que les MiG 31, on sait qu'ils sont là. Voilà. Donc la question de la réaction se pose. Moi, j'ai le
sentiment que l'OTAN a assez bien réagi sur la Pologne. C'était à la fois mesuré, l'article 4, etc. Les Polonais, ils sont au front, hein, ils savent très bien ce qu'ils risquent. Donc jusque-là... Qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est la question. Que cherchent les Russes exactement? Ils testent à la fois la volonté politique et les installations militaires. Moi, j'ai l'impression aussi, la Pologne, c'est le point de passage. La Roumanie aussi, il y a eu des drones en Roumanie. C'est les points de passage d'armement qui alimentent le front ukrainien. Donc c'est une menace? C'est aussi une menace? En tout cas, oui. Enfin, en tout cas, c'est annonciateur d'une menace possible. Vous êtes prudent, hein? Prudent. Non, mais... Ouais, vous avez raison, vous avez le frein à main tiré. Non, deux choses. C'est pas parce que on dit qu'il ne faut pas abattre comme ça des avions russes en plein ciel qu'il ne faut pas s'y préparer. C'est différent. Il faut être prêt, effectivement, et c'est préoccupant. On va pas dire l'inverse. C'est préoccupant que Poutine prenne le risque de voir ses avions passer dans l'espace aérien. C'est préoccupant que Poutine prenne le risque d'envoyer de nombreux drones à la frontière polonaise. Ça, c'est préoccupant. Pourquoi le fait-il? Parce que peut-être qu'il n'en a rien à faire, peut-être qu'il veut tester l'OTAN, peut-être qu'il attend la faute. Il veut peut-être nous conduire à la faute. Et ensuite, ça serait facile pour lui de dire qu'effectivement, l'OTAN l'attaque, et ça lui donnerait du grand amour pour sa population et pour Soloviev et pour tous ceux qui veulent manger. Est-ce que ça veut dire qu'il cherche l'escalade? En réalité, qu'il est dans une logique d'hubris, peut-être, d'excès, en tout cas jusqu'à un certain seuil. Peut-être qu'il ne veut pas aller au-delà, mais... À partir du moment où sa stratégie en Ukraine fait plus ou moins faillite, quand même, depuis le début, pratiquement, il faut qu'il trouve des échappatoires. Donc, effectivement, l'OTAN, qui reste sa bête noire, c'était quand même... dans son discours, on attaquait l'Ukraine pour pas qu'elle rejoigne l'OTAN. On sait bien que c'est un discours de façade, parce que c'était pas ça son principal problème et son principal objectif. Entrons dans le détail vraiment, et là d'abord avec vous, mon général, sur ce qu'on apprend, en particulier, vous avez raison de le souligner, dans le cas estonien, qui est vraiment le cas alors tout à fait connu maintenant, et l'enquête de Charlie Nurel, de TF1 et d'LCI, est extrêmement parlante pour cela. On va voir sur les cartes de quelle façon ça s'est produit, le décollage des MiG depuis la Fédération de Russie. Là, leur direction est très vite... le premier stade, le premier acte, c'est le décollage des avions russes. Il faut mettre donc la réaction tout de suite des Finlandais, les avions finlandais en alerte, les avions russes dans le couloir aérien international avant qu'ils franchissent l'espace aérien estonien, et les avions finlandais dans le golfe de Finlande qui surveillent les avions russes. Première étape, comment est-ce que vous l'expliquez? Là, c'est tout à fait naturel. D'un côté, les Russes sont légitimes. Ils veulent emprunter le golfe de Finlande, peut-être pour se rendre dans l'enclave russe de Kaliningrad, qui est un point stratégique. On en a déjà longuement parlé par le passé. Et d'un autre côté, on a évidemment les Finlandais qui assurent la souveraineté de leur territoire, donc ils sont là pour surveiller, voire pour repousser ces avions si eux rentrent dans l'espace national finlandais. Et de l'autre côté, on a un pays balte qui, lui, n'a pas d'aviation. Très bien. C'est donc, depuis 2004, les Alliés, et ça marche, dont la France, qui assure d'une manière rotationnelle, la souveraineté de l'espace aérien. Et là, les Estoniens et le système de l'OTAN, parce que c'est un système où sont connectés les différents systèmes de contrôle aérien. C'est une longue histoire. La France n'est jamais sortie de cette intégration, et elle a eu raison. Eh bien, les détectent, et progressivement, ils vont rentrer dans l'espace aérien. Alors là, ce qu'on voit sur la carte, quand même, c'est très intéressant, c'est que le golfe de Finlande, c'est pas très large. Donc, je dis pas que c'est une erreur, mais ça leur laisse pas quand même une grande marge de manœuvre. Quand on voit l'espace aérien estonien, l'espace aérien finlandais, c'est un peu... Disons, on pourrait presque plaider l'erreur. Je le pense pas, d'autant plus qu'ils n'ont pas branché leur répondeur. Et c'est ça la clé. Oui. Avec un répondeur, on peut tout justifier en disant « Attendez, on s'est trompé, il y a la navigation, la navigation est brouillée, les satellites sont brouillés, ça arrive. » mais surtout en Ukraine d'ailleurs. Deuxième étape, ce sont les avions italiens puis les avions suédois qui ont pris le relais en, quel est le bon terme technique, escorter, surveiller, raccompagner les avions russes? Pour, dans un premier temps, identifier et donner toute information nécessaire, et en particulier sur l'armement que comportent ces avions. C'est pas la même chose si vous avez une bombe, voire une bombe. Ils étaient armés. Ils étaient armés de missiles RR pour se défendre. C'est l'autodéfense, comme les avions italiens. Donc, deuxième temps, quel est le comportement de ces avions? Est-ce qu'ils ont un comportement
qui est légitime, ils volent en ligne droite et on n'en parle plus? Ou alors est-ce qu'ils bougent? Est-ce qu'ils sont un peu agressifs? Est-ce qu'ils ont une intention agressive? Est-ce qu'ils ont une intention hostile? Est-ce ce sont des hostiles? C'est comme ça qu'on classifie progressivement. Et il faut le faire à distance. Je me souviens quand on interceptait les bombardiers russes au large de la Bretagne, on voyait quand même les mitrailleuses de queue de ces bombardiers se pointer sur nous. C'était plutôt des intentions hostiles. Et pourtant, on ne les a pas abattus, vous voyez. Mais, et puis là, en l'occurrence, il n'y avait rien d'hostile. Simplement, c'est vrai, ils avaient mangé un peu le gâteau. Mais sans intention, ils ne mettent pas le cap sur Tallinn. Tout ça peut dégénérer très vite. C'est pour ça qu'il faut réagir très vite pour être prêt sur place. Et là, il y a, je ne cesse de le répéter, une responsabilité humaine. C'est pas demain qu'on va remplacer la responsabilité du chef de patrouille par un automatisme quelconque, fût-ce une IA très élaborée, parce que ça, c'est une responsabilité humaine qui est déléguée quelque part par un commandement en disant « c'est vous qui êtes sur place, c'est à vous d'agir, si vous estimez qu'il y a une intention hostile, faites ce qu'il faut ». Et ça sera un acte de légitime défense. Et puis le quatrième étape, toujours c'est Charles Murel qui a révélé à quel point tout de suite l'OTAN a réagi, c'est-à-dire même quand les avions sont partis de la Fédération de Russie, les avions russes donc sortent de l'espace aérien estonien et ils ont été raccompagnés. Comment se passe l'interception si elle doit se passer? Vous avez fait des interceptions? Oui, bien sûr. Il faut se montrer d'abord pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Le tout, c'est de ne pas rajouter de l'ambiguïté à l'ambiguïté. Donc on se montre. Chaque pilote de chasse sait exactement de quoi il s'agit. Il voit arriver des avions, il sait au pro qu'il est quand même pas là où il devrait être. Donc vous vous montrez, vous faites quoi exactement? On peut battre des ailes, ou en tout cas on montre bien la cocarde. Alors il y en a un qui se montre, puis l'autre qui est derrière quand même. On n'est jamais trop prudent. Oui. Ah oui. Et puis là on regarde. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un contact visuel? C'est-à-dire qu'on voit Oui. Parfois, il y a des petits gestes. Enfin... C'est quoi le geste, pardon, général? La grande fraternité des pilotes de chasse. C'est quoi le petit geste que vous faites à votre... Non, on peut... tant que tout se passe bien. Ouais. Et puis là, il ne se passait rien. Ils ont continué leur route. Alors, on ne peut pas les pousser, on leur indique, mais il n'y a rien de dramatique. En revanche, s'ils commencent à faire un virage serré et que ça peut présenter le moindre risque, là, effectivement, c'est pour ça que c'est comme les motards, les avions de chasse, ils interviennent par deux, si vous voulez. J'aimerais votre avis maintenant. Au fond, là, quelle est la juste tonalité? Quand j'entendais votre réaction et la vôtre, vous dites, oui, apparemment, c'est pas une erreur, mais enfin, on n'est pas 100% sûr. Et vous-même, vous disiez, attention... Ça, c'est a posteriori, bien sûr. Oui, je suis surpris de la différence de ton avec le président de la République. La France, elle dit pas ça. Elle dit, nous ne céderons pas face aux intimidations croissantes de la Russie. Est-ce que ça veut dire que l'Europe exagère, que le président exagère ou que vous sous-vendez? Non, mais le président a dit aussi qu'on n'abattrait pas immédiatement. Mais il parle d'intimidation croissante de la Russie. Et là, c'est normal. Là, c'est normal. Donc, ce sont des intimidations, ça? Ah, moi, je pense, oui. Ça peut être pris comme ça, oui. Oui, là, il n'y a pas d'hésitation possible. Donc, ce ne sont pas des erreurs, pardon. Non, mais qu'on soit très clair. Si la France dit intimidation croissante de la Russie, c'est quand même très différent de ce que vous disiez il y a un instant. Quand vous dites, par exemple, on ne sait pas très bien d'où viennent les avions. Vous disiez ça. Alors, les avions, c'est très bien. Les drones. Alors, les drones, il y a un doute parce qu'on ne sait pas trop avec les drones. C'est peut-être tellement petit que ça n'apparaît pas sur les cartes satellitaires, etc. Il y a un petit doute, mais petit seulement. Donc, il y a une ambiguïté, voilà. Donc, le fait de réagir, c'est d'intercepter, comme le décrivait le général. Et puis, c'est de ce qui s'est passé sur les drones polonais, c'est pas mal. On en a détruit un ou deux, etc. Donc, réagir ne veut pas dire détruire. Il ne faut pas oublier que s'il y a une escalade, malheureusement, statistiquement, ça commencera par l'aérien. Souvenez-vous, au-dessus de la mer Noire, il y a un drone qui a été attaqué par un avion russe, un drone américain, et qu'il a fallu un sommet entre, à l'époque, Biden et Poutine pour désamorcer la montée des tensions en mer Noire. Et on l'apprend à l'instant. Le président de la République, d'ailleurs, prend position à l'instant, il y a quelques minutes. Il importe d'être très clair, de réagir vite. Ce que nous avons fait, il importe de rehausser la posture, c'est-à-dire de mettre plus de moyens, ce que nous avons fait, la France y a contribué, et s'il y avait de nouvelles provocations, de monter d'un cran, parce que ça voudrait dire que la Russie aura choisi de monter d'un cran. Je ne pense pas que ce soit son intérêt. Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est ce que je défendais sur votre antenne il y a quelques jours. Il faut muscler, que l'OTAN, quand même, muscle sa réponse, c'est-à-dire qu'elle réfléchisse. Et finalement, l'article 4 de l'OTAN est particulièrement propice, puisqu'il a été fait en particulier pour ça.
et se demandent, bon, je ne peux pas laisser rentrer impunément ni des drones ni des avions sur mon territoire, parce qu'un jour, ça va déclencher effectivement toute une réaction qui peut être très, très désagréable et surtout... on n'en connaît pas l'issue. Ça veut dire quoi, monter d'un cran, quand le président dit monter d'un cran ? Travailler, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, sur ce qu'on appelle les règles d'engagement. On peut les durcir en disant, si vous avez un avion qui a un cap rentrant et qui va franchir la frontière polonaise, on estime que c'est un hostile. Ça, c'est une manière de dire, vous ne pourrez pas rentrer, et maintenant, il faut que vous réduisiez le risque, vous, monsieur Poutine, vous ne pouvez pas continuer à jouer avec nos frontières, et si vous avez un avion, il faut le dire, il faut que ça soit ouvert. Un avion qui rentre avec une certaine vitesse, parce qu'on sait très bien que ça va très vite. On passe la frontière et ensuite on est en Pologne et on frappe. On frappe ou on frappe pas. On peut créer des dégâts, on peut faire des morts. Donc ça, l'OTAN ne doit pas le faire. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. On ne peut pas accepter que des moyens offensifs puissent passer la frontière d'une manière impudente. Donc il faut l'anticiper. Et ça se fait grâce aux règles d'engagement et qu'on affiche en disant, voilà, à partir du moment... En fait, pendant la guerre froide, il y avait une zone d'identification. Les choses étaient mieux parce qu'on a eu le temps, évidemment, de s'organiser. Il y avait une zone tampon où là, il fallait absolument pas revenir. Il y avait même des procédures pour que les avions français, les avions de l'OTAN reviennent si par hasard, on n'avait pas les systèmes de navigation aussi perfectionnés qu'à maintenant. Si par hasard un avion franchissait cette ligne, tous les centres de contrôle l'appelaient, il y avait toute une procédure, et il rentrait au bercail. Je pense qu'il faudrait quelque chose de cette nature, en disant non, là, c'est pas possible. Les frictions croissantes, nouvelle friction, alors elle est relativement rituelle. On sait que la zone de Kaliningrad, c'est cette exclave de la Russie qui est extrêmement militarisée. Les avions qui s'en approchent souvent voient leur transpondeur, c'est le bon mot, leur GPS brouillé. C'est pas le GPS. Il y a le GPS d'un côté qui leur donne la navigation. Le transpondeur, c'est un outil qui permet de dialoguer entre le contrôle. C'est un outil coopératif. Mais si l'avion n'est pas coopératif, si le pilote n'est pas coopératif, il coupe son... Mais là, c'est le GPS qui a été brouillé. L'avion de la ministre de la Défense espagnole a été victime, mercredi 24 septembre, d'un brouillage GPS en passant près de Kaliningrad, donc tout près de la Lituanie et de la Pologne, mais on est tout près de l'exclave de Kaliningrad. On peut écouter ce que dit d'ailleurs la ministre de la Défense espagnole. L'agression de la Russie en Ukraine est inacceptable, tout comme ces menaces, que ce soit en Europe ou ailleurs dans le monde. Il est essentiel de défendre le droit de chacun d'entre nous de se déplacer et de voler librement sur le territoire européen sans subir. Comme nous l'avons vécu ce matin même, l'ingérence d'une personne que nous connaissons tous. Alors j'aimerais là encore votre avis. L'avion espagnol passe tout près de Kaliningrad. Son GPS est brouillé. Et l'Espagne dit ingérence d'une personne que nous connaissons tous, ça veut dire de Vladimir Poutine. Est-ce qu'ils ont raison de s'offusquer de cette façon-là ? Alors moi, comme l'a dit, Kaliningrad, c'est une zone très sensible. Donc il n'est pas exclu aussi qu'il y ait un brouillage général du GPS. Donc je ne sais pas quelle valeur politique accorder à cet événement.